swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur. Bonjour mon cher Russ. Bonjour mon cher Guillaume. On va donc parler de Alexander Volkanovski contre Max Holloway, la suite. Est-ce que ça a été un vol pour notre cher Max? Mais avant, on a reçu un message d'un cher Marwan, mon cher Rust, pour ne pas le nommer bien évidemment, qui nous a un petit peu... Possible. C'est du direct, qui nous a un petit peu touché. Salut l'équipe. Je ne sais pas si vous prenez encore les questions des internautes pour vos podcasts. podcast@lasoir.com si vous voulez poser des questions. On essaie d'y répondre le plus souvent possible. Et de toute façon, quand vous posez la question, elle est là, donc on y jettera un coup d'œil, il n'y a pas de souci. J'avais quelque chose qui m'interpellait en lisant les commentaires sous vos vidéos. N'êtes-vous pas déprimé par le niveau affligeant du fan moyen de MMA? La plupart ne sont que des personnes investies émotionnellement vers quelques combattants, de préférence sur une grosse winning streak. Donc une grosse série de victoires. Et se permettent de trash talk beaucoup de fighters. Les clubismes inquiétaient les observateurs du football. Et je me demande si ce phénomène appliqué au sport de combat n'est pas encore plus malsain. Car invectiver une personne qui joue sa santé dans une cage me semble aberrant et totalement déprimant sur l'état actuel de nos sociétés. Voilà, j'aimerais beaucoup que vous abordiez cette thématique un jour. Continuez votre excellent travail. Et oui, on a trouvé ça important d'en parler. Intéressant, parce que c'est vrai que nous, on a passé un petit peu de temps avec Volkan Ozdemir, donc samedi juste avant son combat. Et c'était super. Et c'était super. Ils sont tellement cool. Parce que Rust connaît bien la team de Volkan Ozdemir. Et donc vraiment hyper accueillant, des crèmes, vraiment des crèmes. Ouais. Et c'est vrai qu'ensuite on a reçu pas mal de messages en mode ouais, Volkan s'est fait démonter, ouais ceci cela, Volkan il a pas le level et tout. Mais c'est pas du foot, dans le sens où là Volkan il s'est quand même pris un gros KO, ensuite il a dû aller à l'hôpital, scanner, tout ça. C'est pas on va dire quand on se prend un KO, c'est pas anodin. C'est même quand vous êtes le Brésil et que vous prenez un 7-2 contre l'Allemagne. Neymar, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. Là, vous prenez un gros KO, vous rentrez pas chez vous, il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux pas rejouer la semaine suivante. Exactement. Et en fait, et après, c'est vrai que pour essayer d'être le plus objectif possible, il y a nous aussi des moments où on dit un tel s'est fait défoncer ou un machin. En fait, ce qu'on veut vraiment dire, c'est pas nécessairement parce que ça, si c'est le cas, c'est le cas, mais c'est simplement de ne pas y aller d'une malveillance personnelle en fait, parce que de dire je sais pas, par exemple, n'importe quel combat qui a eu lieu sur une carte il y a longtemps et de dire, ou même pas forcément, mais disons il y a 2 semaines, ouais, un tel s'est vraiment fait, il s'est fait déboîter, il a été mis KO salement, etc. Si c'est le cas, c'est presque, le cas. oui, c'est presque factuel. Voilà. Si c'est factuel, c'est factuel. En fait, c'est pas vraiment ça qui est gênant, et je comprends en fait ce que veut dire Marwan, c'est que c'est surtout par exemple ceux qui disent putain mais quelle merde, il a pas le niveau, il devrait pas être à l'UFC, ça me fait bien marrer ce qui lui est arrivé. Ouais, ou bien fait pour ça. En fait c'est ça, c'est d'y aller un peu de son avis personnel, et tout le monde a son avis personnel, mais disons, et chacun a le droit de l'exprimer absolument comme il veut, il n'y a aucun problème. C'est seulement que effectivement, comme dit Marwan, ça peut mettre un peu... On peut ne pas être à l'aise, et c'est vrai qu'il y a des moments, ça fait cringer en fait, de voir des gens, et en plus c'est pareil, c'est toujours pareil, hein, c'est sur YouTube, c'est l'anonymat, et voilà, et quelqu'un qui va dire, pour Volkan, mais quelle merde, il mérite pas d'être ici, je suis bien fait pour sa gueule, je suis content, machin. C'est vrai qu'en fait, ça révèle le pire de l'humanité, quand tu peux être anonyme, quand tu peux machin, ça révèle le pire de ce qu'on a en nous. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est vraiment dommage. Après voilà, au moins on sait qui est qui, on sait on sait ce que pensent les gens au fond d'eux. Mais aussi il faut souligner qu'il y a d'autres gens qui ont l'anonymat, d'autres gens qui sont sur des chaînes, parce que c'est dans tous les sports, c'est avec les sports de combat particulièrement, parce que c'est comme tu viens de le dire en fait. Les gars vraiment, Volkan, c'est ta santé physique, ta santé cérébrale qui est en jeu, et donc il a eu un scanner et tout va bien. Ce n'est pas un jeu. Voilà, c'est pas un jeu, comme disait Georges Saint-Pierre, on peut pas jouer à se battre. Et c'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi des gens, et il y en a plein sur notre chaîne, et franchement je kiffe, qui sont anonymes et qui vont en revanche mettre des commentaires respectueux, des analyses, des vraies analyses où ils vont réfléchir, ils vont donner leurs sentiments et leurs choses sur les combats, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y aura toujours, je pense, un plus gros
proportionnellement dans les gens qui mettent des commentaires, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne mettent pas de commentaires et qui auraient des analyses fines à partager, qui auraient et c'est simplement que voilà, s'ils voient effectivement que c'est le Far West, ils se disent la flemme. Parce que... et d'ailleurs par rapport à ça, il y a quelques personnes qui m'ont dit ouais les gars, là sûr ils censurent les commentaires et tout. On ne censure pas les commentaires, il y a un truc sur YouTube qui auto-censure les commentaires. Et généralement les gars qui nous envoient des messages pour dire vous avez censuré mon commentaire, on regarde en fait dans la barre des commentaires automatiquement censurés par YouTube, à chaque fois c'est parce que vous insultez les gars. donc du coup YouTube auto-censure le truc, mais nous on censure rien du tout. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est important quand même de se dire, c'est que quand vous commentez, si vous allez un petit peu trop fort, c'est Google directement qui tout simplement décide de vous censurer. Ouais, donc même si vous insultez, soyez un minimum professionnel dans votre insulte et fils de pute, mettez une étoile au-dessus du U, tu vois. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est assez drôle, parce que quand t'es des qui fait je comprends pas, mon commentaire est pas passé. Tu regardes le truc, le gars il insulte absolument toute la planète. Le mec qui fait un putain de poème. Bah oui, mais voilà, et c'est ça. Et donc en fait, tout ça pour revenir aux commentaires de Marwan, en fait, c'est. Est-ce que ça fait déprimer personnellement un petit peu, mais c'est pas l'audience MMA en fait. Non. Personnellement, je suis pas un optimiste de nature, mais c'est je pense que c'est juste voilà. C'est la nature. Ouais, je pense que c'est civilisationnel. On va pas se mettre sur le sujet, mais je pense que c'est la fin d'un cycle, etc. Mais en tout cas, donc je pense que c'est entre guillemets normal. Et ça me déprime, oui, mais je pense que c'est cette espèce de côté. Tout le monde y va, malveillance, et on met des commentaires dégueulasses et on réfléchit pas à l'impact de ce qu'on peut dire. On a plus personne n'est responsabilisé sur quoi que ce soit. Malheureusement, en fait, je pense que c'est général et que c'est juste le monde occidental. Enfin, je sais pas si c'est en général, mais c'est parce que c'est celui dans lequel on vit, en tout cas, qui va dans cette direction-là. Donc, je comprends le commentaire de Marwan. Et on se fait, nous aussi, ça fait partie du lot, nous aussi on se fait insulter, etc. Mais ce que j'espère juste, moi, c'est que les gens comme Marwan qui justement veulent donner leur avis ne sont pas bloqués par ces commentaires, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Donnez-les, parce que voilà, nous on aime aussi voir qu'il y a des gens qui sont bienveillants, et il y en a plein. Non, ou même des mecs qui ont des idées, parce que c'était Mickaël, je ne sais plus, qui commente hyper souvent, qui avait justement dit, et ce que j'avais dit à Rust ensuite, peut-être que Masvidal prépare une dinguerie avec Ousmane qui fait la même approche que John Jones à chaque début de combat, et qui allait peut-être tenter quelque chose comme ça. Et ça, c'est des choses où nous, on va pas du tout y penser, et c'est grâce à ces commentaires-là qu'on peut se dire ah ouais tiens, il prépare. Et d'autant plus que même dans les soirées la sueur, clairement, on est devant la caméra et les gens ont l'impression qu'on est les experts et tout. Clairement, dans les soirées la sueur, on s'est rendu compte, il y a des gens qui s'y connaissent autant, voire plus que nous. Et c'est ça qui est trop cool, c'est ça qui est génial. Et du coup, si ces gens-là peuvent mettre des commentaires, alors là, mais c'est le bonheur. Enfin, on a tous des opinions, on essaie d'apporter un peu des trucs intéressants. Alors là, ça devient trop stylé, quoi. Complètement. Mais donc voilà, et puis si on veut adresser aussi, parce que ça, c'est normal aussi, tu vois, mais les gens qui disent, que on a des comment dire, généralement c'est sur le physique, tu vois. En fait, moi il y a un truc, c'est assez intéressant, c'est Joe Rogan qui disait ça, et il y a aussi Rob Zombie qui le disait à propos d'un autre truc. Mais en vrai, pour tous ceux qui, de manière anonyme, parce que c'est un peu toujours pareil, et qui insultent sur le physique, coup de girafe, tu ressembles à rien, etc. En fait, je me dis, et il y en a, faut l'accepter aussi, hein. C'est vrai que j'ai un putain de grand coup, ça c'est clair. Voilà, il y a plein de trucs, mais surtout pour les gens qui insultent entre guillemets gratuitement et puis qui mettent des commentaires dont ils savent évidemment que c'est méchant, etc. Au-delà du fait qu'on les côtoie pas, donc c'est compliqué de prendre à cœur quelque chose, même si c'est vrai qu'il y a un fond de vérité, tu peux pas ne pas être un peu blessé, mais bon, c'est la vie. Ouais. À un moment donné, voilà. Mais il y a aussi le fait que, c'est ce que disait Joe Rogan, est-ce que Michael Jordan laisserait un commentaire comme ça, tu vois ? Est-ce que les gens vraiment stylés et qui sont inspirants pour les autres laisseraient des commentaires en mode vous ressemblez à que dalle et ce que vous dites c'est de la merde, etc. Là, il y a peu de chance quand même. Et en fait, c'est ce que je me dis, c'est si c'est critique, c'est critique. Si c'est fondé, c'est fondé. Et là, c'est trop stylé. Et même si c'est contre nous, faut l'accepter. C'est la vie. Et si on dit n'importe quoi à un moment donné, il y a plein de fois où, franchement, on a fait un podcast. Je sais que c'est en train de prendre longtemps, mais je pense que c'est peut-être intéressant pour vous. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de podcasts où, en gros, par exemple, je peux parler que pour moi, mais j'ai dit un truc. Et après, il y a eu un commentaire qui m'a repris. Alors, si c'est des stats ou des trucs comme ça que j'ai tort, là, clairement, j'ai tort. Et il y a même des gars qui ont repris des analyses que je faisais, etc. Et qui ont, clairement, je me suis dit, en fait, ouais, ils ont raison. Je voyais pas ce truc comme ça, ils ont raison. Et là, mais c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. C'est que comme ça qu'on progresse et tout. Mais donc voilà, c'est tout simplement Voilà, pour ces commentaires-là, évidemment, on les prend à cœur parce que c'est jamais agréable de se faire insulter. Enfin, à cœur, ça peut blesser. Mais on se dit, en fait, est-ce que
est-ce que des gens vraiment inspirants mettraient des commentaires comme ça? Est-ce que des gens, des Mike Horn, des Michael Jordan, est-ce que c'est ce genre de personnes qui inspirent les proches, qui inspirent leur famille, etc. Est-ce qu'ils laisseraient des commentaires comme ça sur YouTube? Votre micro, mon cher As. Et donc, est-ce que c'est bon? Ouais, parfait. Et donc, est-ce que ça, entre guillemets, ça vaut la peine de s'engager émotionnellement dans quelque chose où tu te dis, bah, c'est une personne, voilà, elle a clairement, je sais pas si c'est sa vie qui est pas au niveau où elle voudrait, j'en sais rien et je veux pas juger, tu vois. Mais c'est difficile de. Non, moi c'est surtout pour les gens en fait qui de temps en temps, parce qu'on avait eu un problème avec un des. Si, c'est la seule personne, voilà. Après, on va, je pense, finir là-dessus. Qui a été banni justement de la chaîne La Sueur, c'est quelqu'un qui systématiquement insultait tout le monde. Est-ce que c'est celui qui était assez connu au début et qui est revenu? Exactement. On va pas lui faire de la pub. Mais non. Et cette personne-là insultait tout le monde, et le problème c'est qu'on avait des retours de gens qui disaient, bah, et justement c'était des gens qui donnaient des analyses qui étaient vraiment constructives, qui pour nous en soi font avancer entre guillemets la chaîne et puis le projet, parce que c'est grâce aussi aux échanges qui font qu'on a des idées, ou ensuite on va piocher dans les différentes théories, ou par exemple, ce serait bien si vous faisiez une vidéo sur tel ou tel mec, ou voilà. Et ce mec-là insultait systématiquement les gens. Mais pour insulter, en fait. Oui, exactement. Quelqu'un qui va faire. Alors moi, je pense que Volkanovski, quand il fait des feintes comme ça, voilà. Ferme ta gueule, j'ai violé ta sœur. Voilà, exactement. Tu vois, enfin. C'était ça. Hein. C'était presque mot à mot ça. Oui, c'est exactement ça. Donc forcément. Bon, à un moment donné... Tu te demandes si la personne a 12 ans ou si vraiment c'est juste malveillant, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que ça nuit un petit peu, parce que y a des gens qui vont être comme vous et moi, qui ont envie de participer, et puis juste d'être investis par le truc, et se disent on va pas commenter parce qu'on va se faire insulter. Donc c'est la seule fois où on a vraiment pris une décision un petit peu radicale, mais parce que là... c'est plus de l'opinion, en fait. Exactement. Et puis... Donc bref, voilà. Donc c'était ce petit point sur Marotte qui était quand même un petit peu long. Les gens les gens se sont barrés, probablement, ils vont nous en vouloir, mais est-ce qu'on devrait peut-être faire sur un podcast séparé? Non. Podcast, les fans de MMA. Oui, non, c'est vrai. Non, mais on va mettre un petit timestamp, comme ça les gens sont au courant. Timestamp et ça commence à bim. Alors, Max Holloway, Alexander Volkanovski 2. Personnellement, je suis dégoûté parce que Max Holloway a fait les ajustements. Alors oui, on sait, on le dit à chaque fois, c'est au round par round. On le sait très bien, c'est comme ça que marche le MMA. Max Holloway a seulement outstriké, donc mis plus de frappes que Volkanovski lors du premier round. Le reste du temps, ensuite le deuxième, c'était égalité. Ensuite, je crois qu'à chaque fois, Volkanovski a plus touché. Mais il y a... on va dire, au niveau de l'impact, au niveau de l'intitude, et au niveau de la manière de gagner les rounds. Et c'est là où moi ça me pose un petit peu problème, c'est que Max Holloway il gagne très clairement un deuxième round. Troisième round, on peut le donner à Max Holloway comme à Volkanovski. Personnellement, moi je donne à Max Holloway. Les deux derniers, on les donne à Volkanovski. Mais la marge avec laquelle Max Holloway a gagné les premiers rounds et la marge avec laquelle Volkanovski a gagné les deux derniers, on voit très clairement que Max Holloway a plus gagné les rounds qu'il a gagné. Et enfin, il y a ces fameux 2 knockdowns pour Max Holloway qui, pour moi, normalement, devraient compter un petit peu plus. Et pour terminer, il avait aussi fait d'énormes ajustements. Et ça, bien évidemment, c'est hyper compliqué de... Je veux dire, si on prend le combat en tant que tel, on va pas récompenser ça. Mais quand on voit un Max Holloway où on se dit le mec a quand même révolutionné pour lui son kicking game, parce que vraiment, entre les low kicks, les middle et même les head kicks, c'est là qu'il met knockdown Alexander Volkanovski à la fin du premier. Si on vous avait dit Max Holloway va mettre un head kick et va mettre knockdown Volkanovski, personne n'y aurait cru. En fait, c'est vrai qu'il a, disons, depuis le début de sa carrière, Holloway, il a toujours été super complet. Honnêtement, les kicks, il les a toujours eus, et même le fait qu'il a fait les spinning kicks, il en a fait quelques-uns contre Holloway aussi. Et tout, mais il les faisait avant, en fait. Il a toujours été ultra complet. C'est simplement qu'avant, il avait tellement une emphase et une efficacité particulière sur ses combinaisons en anglaise et son anglaise en général, que c'est vrai que c'est ça qu'on retenait, en fait. Un combat de Max Holloway, on retenait... En anglaise, c'est juste somptueux, sa gestion des distances pour revenir en combinaison, c'est incroyable, etc. Les kicks, c'est juste qu'il il les utilisait moins. Et il les utilisait moins pour vraiment marquer. C'est ça, c'était pas vraiment incorporé dans le game plan, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, clairement, il était en mode, ok, je vais tout mettre en place pour répondre à ce que tu as fait la dernière fois et efficacement. Et il l'a fait. Et en fait, comme tu disais, déjà, premièrement, au niveau des low kicks, puisque c'est ça qui avait été un des facteurs la dernière fois, là, clairement, il s'en est repris, ce combat-là, mais déjà, il en a remis. Il était vraiment en mode boxer taille, c'est-à-dire j'en prends un, je t'en remets un direct. C'était vraiment, il n'acceptait pas, il n'acceptait plus les low kicks. Et ça,
déjà ça a tout changé. Ouais. Et en plus de ça, au-delà... T'as l'air d'un truc ? C'était aussi, il est resté orthodoxe pendant toute la durée du combat. Ouais, et puis et en plus de ça, il avait... disons, il savait ce qu'allait apporter Volkanovski. Complètement. Et il avait donc fait les ajustements. Et disons, dans le premier, il y avait un côté... Max Holloway faisait le Max Holloway d'habitude et il faisait juste pas d'ajustement, alors que clairement, Holloway faisait un petit peu la course en tête. Là, dès le début, il était en mode « Ok, je vais te prendre au sérieux ». Et là, les low kicks, c'est plus une petite arme que tu as en à côté. Maintenant, ok, c'est très sérieux et je te prends au sérieux. Je me répète depuis 2-3 secondes, hein, mais voilà. Et en gros, Donc il l'a pris au sérieux ? il l'a pris au sérieux, ok. Et en gros, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait aussi une meilleure gestion des distances. Alors, moi, j'ai l'impression que il avait peut-être un pied de distance supplémentaire par rapport à d'habitude. Et ça, en gros, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que premièrement, il a beaucoup plus évité les low kicks, mais dans le sens éviter. C'est pas parer, c'est pas checker, c'est éviter. Et pour ça, il faut déjà être beaucoup plus alerte. Mais il y a aussi une gestion des distances. Et ce qui me fait dire aussi qu'il a une gestion des distances qui était un peu différente, un peu plus longue, c'est l'utilisation de la slap. Parce qu'en fait, la Hawaii slap. Oh là là. Parce qu'en fait, là, ça n'a pas une gifle, une slap, ça n'a pas que ça ne sert pas que à humilier. Et d'ailleurs, même Holloway, je pense que si on devait faire un ratio, c'est allez, 10%, je te le mets pour te montrer que je te possède, mais 90%, c'est parce qu'en fait, ça te permet de mieux gérer la distance, en fait. Et d'ailleurs, son knockdown, je crois que c'est le premier, sur le high kick, et ben en fait, il le fait sur une slap, une feinte, et après, il vient mettre le high kick. Et en fait, c'est comme disait Bas Rutten, et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'utilisent les frères Diaz, c'est qu'en fait, quand tu mets un crochet, et si tu veux bien le mettre, en fait, tu es obligé soit de le mettre comme ça, ou enfin, quelle que soit la manière dont tu le mets, mais la distance la distance à laquelle tu peux toucher ton adversaire avec un crochet, quelle que soit la manière dont tu le mets, forcément, comme il faut que tu imprimes une certaine inertie, une certaine chaîne cinétique, tu es obligé de mettre ton bras dans une certaine position, et donc entre ça, boum, ou même si tu le mets vraiment large comme ça, et la slap, tu gagnes cette garde et la slap, tu gagnes facilement une main, quoi. Et ça peut tout changer. Et d'autant plus si tu es un maître des distances comme Max Holloway. Et j'ai l'impression qu'il l'avait incorporé aussi un peu pour ça. Parce que la slap, il l'a peut-être fait, mais j'ai pas souvenir qu'il l'utilisait en courte distance. En courte distance, il était plutôt en mode vraiment, combinaison, quoi. Ouais. Et donc, il avait fait des ajustements, Max. Il était beaucoup plus alerte, c'est-à-dire qu'il était au courant de ce qu'allait apporter Volkanovski. Et sur les 2 premiers rounds, vraiment, il y avait papa. Dans la cage, il y avait papa. C'était fou. C'était... Oh là là. C'était impressionnant. Et en fait, les 2 premiers rounds, et ça, on va y revenir après, parce que tu me l'as dit il y a quelques minutes, et je te dis, en fait, c'est pas faux. C'est que les 2 premiers rounds, clairement, Max Holloway est en mode... Je t'ai compris, je vous ai compris, je t'ai compris, et j'ai fait les ajustements. Et la différence, tu la vois. Et la différence, on l'a vu, puisque la domination, elle n'est pas totale, mais la domination, elle est là. Et en plus, il y a les 2 knockdowns. Et c'est pas anodin de pouvoir mettre knockdown. C'est-à-dire que tu as réussi à le dépasser généralement. Soit t'es ultra puissant, soit c'est que tu as réussi à le dépasser. Parfois les 2. Et que là, du coup, les 2 premiers rounds, il était comme ça, Max Holloway. Et pareil, aussi, il a beaucoup mis l'emphase sur des attaques qui venaient beaucoup plus du bas vers le haut, en fait. C'est toujours beaucoup plus percute au 2e round. Plus percute, voilà. Et il a mis beaucoup de genoux, beaucoup de front kick. Et ça, en gros, c'est le b.a.-ba quand tu combats quelqu'un de plus petit. Et il le faisait moins dans le premier combat. Il les timait moins. Et là, il mettait effectivement des uppercuts en contre, des genoux en offense et en contre aussi, en mode Lyoto Machida, Tito Ortiz. Non, mais ça, c'est partie des pistes qu'on avait évoquées de toute façon pour lui. Absolument. Donc, comme quoi l'entraînement Zoom fonctionne très bien. Ouais, donc clairement il a fait autre chose, c'est pas possible. Oui. Évidemment, mais et donc du coup Max Holloway avait vraiment fait tous les ajustements. Ouais. Et il avait une présence intimidante dans la cage. Il était vraiment encore plus en mode le grizzly, quoi, que d'habitude. Et mais Alexander Volkanovski est brillant, il a un corner avec lui qui est brillant aussi, et il a su s'adapter à pas avoir été très surpris par Max Holloway, parce que il l'avait dit en conférence de presse, et je pense que quand il disait ça, il était un peu comme une partie des analystes. Même nous, on craignait aussi de voir le même Max Holloway parce qu'il était convaincu qu'il avait gagné le premier combat, et je pense que lui aussi s'attendait quelque part un petit peu à ça. Et le fait de voir un Max Holloway comme ça, qui a su se réinventer entre guillemets, ça l'a surpris les 2 premiers rounds. Ouais. Et ensuite, on a commencé à avoir un différent Volkanovski, et aussi, là aussi, ça faisait aussi partie des pistes
pour lui d'évolution par rapport au premier combat, il a beaucoup plus utilisé sa lutte, et avec succès, puisqu'il a réussi, certes Max Holloway se relevait à chaque fois, mais il a réussi à mettre au sol Max Holloway, et les phases où il tentait les takedowns, ça a énormément gêné Max Holloway aussi. Ouais, ça l'a beaucoup gêné. Il a aussi donc la lutte. Et d'ailleurs, la lutte, c'est intéressant parce que les premiers rounds, je crois que c'est dans l'un des deux premiers, il a tenté une mise au sol. Et clairement, le signe qu'il était un peu dépassé, c'est qu'il a tenté une mise au sol et il ne l'a pas réussi de nulle part, c'est-à-dire sans même essayer de la cacher en fait. C'était en mode allez, j'y vais. Il n'y avait pas de on cache d'abord, on plonge dans les jambes. C'était vraiment. Et du coup, ça, c'est généralement le signe que tu es un peu dépassé. Et c'était pas le cas après. Mais parce qu'il y a aussi, je pense, le jab qu'il a commencé. Si je me souviens bien, il y a le jab qu'il a commencé à mettre parce qu'en fait, Volkanovski est beaucoup plus petit, mais il a une meilleure allonge en fait que Max Holloway. Et du coup, il a commencé à doubler, tripler son jab. Il a commencé à se mettre au diapason de la nouvelle version de Holloway. Et si vraiment quelqu'un a fait les ajustements en combat, c'était Volkanovski. Et là, et moi, c'est un truc que tu as dit avant le podcast, et en fait, c'est vrai. Je pense que tu as raison. Merci. Mais c'est le fait que, et ça, c'est ça qui est frustrant. Max Holloway, il a fait les 2 premiers rounds, il a dominé, et après, il était en mode, c'est bon, j'ai montré que je pouvais dominer, je lève le pied. Et il n'y avait pas ce sentiment d'urgence comme il y avait. Comme au premier combat, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence. Et ça, c'est terrible. Et c'est chiant parce que tu te dis, bah, s'il avait, entre guillemets, maintenu son fight, c'est pas forcément son fight IQ, mais quand il a vu que Volkanovski s'adaptait un peu, il aurait pu lui-même s'adapter. Mais j'ai l'impression qu'il était en mode, j'ai dominé les 2 premiers rounds, je t'ai mis knockdown, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. C'est ça. J'ai même presque pas besoin de reprendre un petit peu les travaux et de retourner au charbon et d'essayer de retrouver des solutions parce que bah voilà, j'ai vu que j'étais au-dessus de ton niveau. Maintenant, bon bah voilà, et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense toujours que si on prend round par round, Max Holloway, je le mets toujours au moins une égalité, au moins, parce que du coup, en fait voilà. Alors là, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Si on prend les 2 premiers rounds et qu'on considère qu'il y a domination et qu'il y a des vrais knockdowns, normalement, ça devrait être des 18. Mais après, le problème, c'est que c'est pas. Il le domine, mais c'est pas je t'explose quand même. Voilà, il l'explose pas et les knockdowns, c'est des knockdowns, mais c'est vraiment des flash knockdowns. Chaque fois, il se relève directement. Voilà. Surtout le deuxième. Le deuxième, c'est il pose juste genou à terre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est compliqué. Honnêtement, je trouve que c'est aussi compliqué de mettre des 18 sur les 2 premiers rounds. Mais voilà. Mais la question, c'est est-ce que les 2 premiers rounds qu'a dominé Max Holloway, si on considère que c'est des 10-9, est-ce que c'est donc alors que attendez, je vais être très clair parce que là je sens que les deux premiers rounds qu'a dominé Max Holloway, qui donc selon ce qu'on vient de dire pourraient être notés 10-9 parce que 18 ce serait trop. Les 2 derniers rounds, et je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est Volkanovski et donc on doit lui donner 10-9 aussi. Et c'est là le problème de notation aussi. Et c'est là le problème des notations parce que pour moi, et je pense que c'est pareil pour toi clairement, même si c'est 19 dans les 2 cas et donc que ça fait 2 rounds chacun, pour moi les rounds de Holloway sont beaucoup plus dominateurs que les rounds de Volkanovski. Et donc même si le round du milieu on doit donner une égalité ou on sait pas trop, si vraiment le round du milieu, le 3e, il est super juste, pour moi on devrait donner à Max Holloway. Selon critères de notation, c'est dur, mais en tout cas dans la manière dont on lit ce combat, clairement, Max Holloway a l'avantage. Et c'est là où c'est pas évident. C'est là aussi où, si on prend purement au niveau des chiffres et du système de notation, même si je trouve que Max Holloway aurait dû gagner, je peux comprendre, selon ce système de notation du coup, que les juges l'aient donné à Volkanovski. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Parce que voilà, s'il y a 19-19 et que les derniers c'est 9-10-9-10 et que celui du milieu il décide de le donner à Volkanovski, eh ben ok, c'est à Volkanovski. Même si au niveau de la domination générale, c'est pas pareil. Donc, pas évident. Ça fait chier pour Max Holloway. C'est surtout ça, parce que là on est dans une situation où pauvre Max. Non, là il est. De toute façon, là, tant que Volkanovski sera champion, il n'aura jamais de title shot. Sauf s'il part sur. Mais est-ce qu'il en voudrait ? Est-ce qu'il en voudrait ? Parce qu'on en parlait aussi avec Rust il y a hier, justement, c'est
Maxwell, de toute façon, est-ce que ça fait pas un petit moment qu'il devrait être parti de cette catégorie featherweight depuis Ortega, de toute façon? C'est ça. Et la question qu'on se posait, c'est justement, est-ce que même à la base, il aurait dû prendre ce combat contre Volkanovski? Même celui contre Frankie Edgar. Frankie Edgar, je pense qu'il aurait dû dans le sens où c'est une légende. Oui, il fallait. Moi, je n'en voulais même pas parce que on savait déjà qu'il était. Il avait déjà perdu contre Brian Ortega. Ouais, voilà. Donc, et puis voilà, c'était, disons pour moi, Frankie Edgar, il faisait partie de cette génération, la même que Max Holloway, etc., qui était méritante pour ce titre-là, même si Max Holloway est arrivé un peu plus tard que Frankie Edgar, mais vous voyez ce que je veux dire. Et tandis que pour moi, Volkanovski, vraiment là, c'était j'entame la nouvelle génération. Vrai, j'entame là Zabit, Ortega, on pourrait dire qu'il était de la nouvelle génération, c'est vrai. Mais non, Ortega, c'était vraiment la fin d'un chapitre parce que tu battais le mec qui était invaincu, que tout le monde voyait te battre aussi parce qu'il était favori. Tu fermes ça et là ensuite tu peux te dire bon bah ça y est, maintenant je fais ma montée attendue et correctement chez les lightweight et je ferme le truc pour dire bah je suis un des plus grands en featherweight de tous les temps, sinon le plus grand pour certains, et maintenant on avance quoi. Et je peux comprendre que les gens diraient qu'il y a une faille dans notre logique parce que Volkanovski aussi était lui invaincu. Enfin, il avait une défaite au début, mais il avait battu José Aldo, etc. Non, pas 14-1, mais oui. Ouais. Et donc je pourrais comprendre qu'on dise qu'il y a une faille dans notre logique, mais j'ai vraiment l'impression que Ortega, il y avait une hype, il était invaincu. C'était vraiment le prochain gros challenge que tout le monde voulait voir. C'est ça. Volkanovski, il y avait ce côté, il avait battu les gros noms, il avait battu Mendes, il avait battu Aldo, mais il y avait... Et même si je suis d'accord, ça ne devrait pas compter. Mais il y avait un côté, les gens ne s'y intéressaient même plus. Les gens ne s'y intéressaient même plus. Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les gens voulaient que Max passe à un autre chapitre. Je pense. Mais je pense que les gens comprennent. C'est un peu comme Kamaru Usman, Colby Covington qui excite tout le monde. Et Kamaru Usman Burns, où là, par contre, il n'y a aucune hype. Même si Burns mérite effectivement. Amplement. C'est le contender numéro 1. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Sauf qu'il y a d'un côté les combats que tout le monde veut voir, ou même le Masvidal là, Kamaru Usman, où tout le monde était excité par ce combat-là, et les combats qui font partie entre guillemets des affaires courantes pour ou même John Jones, Anthony Smith, John Jones Thiago Santos, John Jones Dominic Reyes. Ouais, ça c'est des combats qui normalement veulent dire il était temps de monter il y a déjà 2 ans. Exactement. Où là vous éclatez du contender. Donc voilà, donc pour Max Holloway là vraiment pour lui, j'espère, moi, on l'avait dit de toute façon avec Rust en avant-combat, qui va monter en lightweight, qui va prendre le temps justement, pas faire une montée un peu rocher contre Dustin Poirier, mais vraiment vrai lightweight. Parce que là, de toute façon, à rester en featherweight, ça va être très compliqué pour lui dans le sens où... Il a plus rien à gagner. Il a plus rien à gagner. Et puis là aussi, c'est une question aussi de gestion de carrière dans le sens où soit vous êtes champion et vous affrontez des mecs hyper dangereux comme le Korean Zombie, comme un nouveau Brian Ortega, comme les Habits, et vous êtes payé minimum 350 000, ou alors vous n'êtes pas champion et vous êtes Max Holloway et donc vous êtes payé 250 000 pour affronter des tueurs à gages comme ça, aussi en 5 rounds, et donc c'est beaucoup plus dangereux pour vous, vous gagnez moins, et c'est des combats qui ont, entre guillemets, pour votre héritage, parce qu'aujourd'hui Max Holloway quand même c'est l'un des meilleurs de tous les temps, on va pas se mourir. Pour moi, en featherweight, c'est Aldo Holloway, top 2, très très juste quoi. Donc non, faut qu'il entame une nouvelle partie de sa carrière et qu'il aille de toute façon en lightweight. Et ça aussi, si jamais il veut revenir et si Volkanovski reste champion, imaginons qu'il prenne la ceinture lightweight. C'est évidemment très compliqué. Il prend la ceinture lightweight, là il peut forcer quelque chose par rapport à ça, parce que pour l'UFC, pour Dana White, bon bah forcément, c'est intéressant. Mais c'est très... Faudrait juste hautement improbable. Parce que alors là, par contre, stylistiquement... Mais... alors là, par contre, j'ai tellement... Holloway, Khabib, pour moi, c'est le pire match-up possible. We don't know. We never know, but... on ne sait jamais, mais... enfin, ça, c'est encore un autre débat, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que tout ça pour dire, moi je suis d'accord, je pense aussi qu'il faudrait qu'il remonte en lightweight, d'autant plus que là, vraiment... Il y a beaucoup de combats excitants pour lui. Exactement. Même un rematch, disons une triplette avec Dustin Poirier, je serais chaud. Même si, je crois, du coup, il a gagné les deux, Dustin, mais je serais chaud quand même. Après que Holloway ait gagné quelques combats. Combat contre Tony Ferguson. Moi, j'aimerais beaucoup. Même Dan Hooker, ce serait stylé, mais il n'a pas tant de hype. En fait, n'importe qui. Il pourrait même commencer par Felder, un gars comme ça. Felder, McGregor, faire le contre McGregor. Oui, parce que quand même, donc là, il sort de 2 combats pour le titre. Enfin, c'est tous ses derniers combats, je crois, les 8 derniers, les 7 derniers, c'était des combats pour le titre. Max Holloway, il faut le respecter, effectivement, et d'autant plus que cette décision est très contestable contre Volkanovski. Il faut lui donner un gros taulier, à mon avis, direct, en lightweight. Lui redonner la chance de briller en lightweight, parce que c'est vrai que c'était rushé contre Dustin. Et puis, parce que voilà, il mérite, au-delà du fait qu'il mérite, on a envie de voir ce que donne un Holloway qui fait les choses bien, et tu sais,
il a quand même des gènes maoris. J'espère que je dis pas une connerie. Enfin, il vient de Hawaï, les îles Pacifiques, parce que je sais pas si c'est maori du tout en fait. Non, je crois Parce que pas. maori, je crois que c'est Nouvelle-Zélande. Complètement. Donc, Bravo. Hein. les géographes. Mais du coup, voilà. Et puis, en revanche, pour Volkanovski, c'est chaud parce que je pense que là, le respect, ça va pas être facile. Hein. Non, très compliqué. Et alors, il y a un autre truc que j'ai envie de dire aussi qui m'a. À propos de Volkanovski ou à propos de Max Holloway de Volkanovski qui m'a un peu gêné. Oui. C'est la manière dont il a abordé la conférence de presse d'après-combat. Ouais. On ne se comporte pas comme ça, monsieur. Bon, il fait. Oui, il fait comme il le sent, mais. C'est-à-dire que c'est compliqué quand tu viens de gagner un combat comme ça. Et c'est là que je trouve que Kamaru Usman a beaucoup mieux géré la Absolument. chose. Absolument. Et Kamaru, là, franchement, s'il confirme, il m'a gagné comme supporter. Non, puis mine de rien, les gens, on a lu vos commentaires aussi sur Kamaru Usman, il y en a plein qui font « Ouais, un mec qui gagne comme ça, ceci, cela ». C'est exactement les mêmes critiques que ceux qu'il y a contre Khabib, mais c'est un combat. Donc, Cela dit, et alors d'ailleurs, pour faire écho à ce que disait un des commentaires, et d'ailleurs, est-ce qu'on fait un shout-out? Parce que si on dit un des gars des commentaires... Si. Il y a un gars, et particulièrement, j'aime beaucoup lire ses commentaires, donc shout-out, il a une photo de Schwarzy et c'est Bruce Wayne. Il a toujours des analyses qui sont cool. C'est vrai. Et là, il disait un truc qui est par exemple très intéressant, et il disait, par contre, vraiment, essayez de ne pas comparer Ousmane et Khabib, parce que, et c'est vrai, Khabib, il essaye de finir. Et c'est vrai. Complètement, ça c'est Khabib, vrai il est constamment en train d'essayer de progresser, d'avancer dans ses positions et de finir. Ousmane, il n'y a pas cette notion-là. Non. Moi, maintenant, si c'est moi, ce que j'aime chez Ousmane, au-delà du fait que, parce que même techniquement, on va pas se mentir, c'est pas très intéressant. Le fait de clincher et de rester en position de clinch, et c'est parce que tu es plus puissant que tu arrives à le maintenir et à faire des footstompes, on va pas se le cacher, c'est pas intéressant. Mais en revanche, j'aime bien le nouveau Kamaru en termes de personnalité. Il essaie plus de faire, il est lui-même, j'ai l'impression, et ça fait plaisir. Et ouais, mais là, il fait son combat, le but c'est de gagner, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, et donc c'est pour ça ça que manque de panache. je comparais. Oui, et c'est pour ça que je comparais par rapport à Khabib, dans le sens où ça reste un combat, le mec il applique sa stratégie, il gagne. Vous pouvez pas aimer le style, mais ça marche. Ouais. Donc ouais, non. voilà, au bout d'un moment, et puis je pense aussi que petit à petit, au fur et à mesure des victoires, les gens vont un petit peu plus l'aimer, parce que c'était pareil aussi Khabib, surtout s'il gagne. Il arrivait, surtout s'il gagne cette manière d'être, cette nouvelle manière d'être où il est conscient, il est lucide et il essaie pas de jouer un jeu d'être acteur ou quoi que ce soit. Il aura jamais, je pense, ce sera jamais une superstar du coup, parce que tu peux pas avec un style comme celui-là, je pense. Et les gens pourront répondre Georges Saint-Pierre, mais je trouve que Georges Saint-Pierre était peut-être un poil, paradoxalement, parce qu'il n'était pas énormément, mais un poil plus excitant dans le sens, tu sais qu'il va y avoir des takedowns et que tu sais qu'une fois au sol, bon, il y aura un petit peu de ground and pound et il va de temps en temps essayer d'avancer. Je suis d'accord, c'était pas loin d'être la même chose quand même, parce qu'au sol, grosso modo, il faisait un peu ce que faisait Ousmane en clinch. Ouais, mais t'as Laura aussi, tu vois. Et alors, il y a ça aussi. Et c'est pour ça que moi, tu vois, Kamaru Usman, honnêtement, je pense que ouais, t'as raison. T'as de plus en plus de victoires de machin. L'UFC, imaginons, ils font un UFC Nigeria. Il bat un mec à l'UFC Nigeria, je dis n'importe quoi, une série de 16 victoires consécutives. Il bat le record de défense de ceinture chez les welterweights, ceci, cela. Les gens vont être obligés un petit peu de suivre le truc aussi. Ouais, d'autant plus s'il est en mode... et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire, et j'adore d'avance si c'est ça. Surtout s'il est en mode, écoutez, je suis champion, je sais que c'est pas spectaculaire, mais moi je suis en mode, venez me chercher. Si jamais vous êtes meilleur que moi, vous serez meilleur que moi. Mais là, si je peux vous dominer comme ça de la tête et des épaules, et même pas avoir à pousser la machine, pourquoi je le ferais pas? Je suis qu'à 30%. Ouais, non mais et je comprendrais, et honnêtement, ça me ferait pas kiffer de regarder les combats, mais au moins, je comprendrais, je serais en mode, le mec est stylé. Oui, c'est Il peut ça. se permettre de faire ça, à un moment donné, c'est qu'il est 4 divisions au-dessus, donc respectons, tu vois. C'est ça. Je pourrais comprendre. C'est pas excitant, mais le gars domine les combats et pas... et pas mis en danger non plus. Et pour finir, oui, sur Kamaru Usman, bon ok, là aussi, je trouve, mon cher Rust, que nous avons un petit peu la mémoire courte. Parce qu'ok, ce combat-là était pas du tout excitant, mais son dernier contre Colby Covington, c'était un des combats de l'année, et il a terminé Colby Covington. Ouais, c'est vrai. C'est quand... Là aussi, c'était le... Stylistiquement. Marie, tu vas Parce pas prendre de risque contre Masvidal. Ouais, tu prends pas de risque contre Masvidal, et puis contre Colby, je pense qu'il s'était dit, striking, il y a moyen, et en lutte, on est probablement d'un niveau équivalent, la flemme. Comme il avait fait contre Demian Maia. Demian Maia au sol, la flemme. Donc voilà, faisons nos petites affaires debout, quoi. Donc c'est vrai que ça dépendra probablement des oppositions. Et c'est ce qui va être intéressant, par exemple contre Burns, honnêtement. Parce que même le combat contre Tyron Woodley, moi, je l'avais trouvé assez excitant.
Enfin, excitant dans le sens où il n'y avait pas vraiment de suspense, mais la domination était assez terrifiante. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas là contre Masvidal. Ouais, grave, complètement. Bah, on verra comment. Mais oui, c'est vrai. Et tout ça pour revenir. On a dévié, c'était Volkanovski. Et voilà. en fait, revenons à nos moutons. Australiens. C'était effectivement pour dire Volkanovski. En fait, je me demande si au niveau communication, il n'a pas fait une erreur. Parce que la manière dont il a abordé la conférence de presse d'après combat. En fait, je pense que je comprends humainement pourquoi il réagit comme ça, parce que avant le combat, il disait j'en ai marre de pas être respecté, j'ai battu Max Holloway. Ce qui est complètement vrai. Complètement vrai et complètement compréhensible, j'en ai marre de pas être respecté. Et j'ai envie de prouver un point, j'ai envie de le finir, et j'ai envie qu'on me respecte en tant que champion, parce qu'il est champion et c'est vrai. Et je comprends humainement qu'après ce combat-là, où il avait tellement envie d'être établi comme champion, que les gens le respectent, etc. Et il le sait que ce sera pas le cas avec ce qui s'est passé. Ouais. Et là, il était en mode un petit peu salty, en fait. Il était en mode... je l'ai battu deux fois, ouais, je l'ai battu deux fois. En fait, voilà, c'est ça, c'est presque... il est, comment dire... non, mais wishful thinking, tu vois, c'est en gros, il avait tellement envie d'être respecté et que ce combat-là cimente le fait qu'il est champion et qu'il est respecté que maintenant, même si c'est pas le cas et qu'il le sait, qu'au niveau du combat, ça n'a pas été aussi clair, il a envie de passer à autre chose et de faire comme si. Et je pense que c'est peut-être une erreur parce qu'en gros, pendant la conférence de presse avec pré-combat, il a dit bah voilà, moi je l'ai battu, c'est bon, ouais. Le chapitre c'est terminé, lui il fait ce qu'il veut, s'il veut revenir dans le pool des combattants, et ben, il va falloir qu'il refasse le chemin vers le titre. Moi c'est bon, c'est fini, je l'ai battu, c'est clair. Et je pense que quand tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est clairement pas aussi simple, voire même Max Holloway l'a gagné. Évidemment, c'est difficile parce qu'il a fait la conférence de presse juste après le combat. Il a eu le temps de rien voir de ce qui se passait. C'est à chaud parce que la conférence de presse, elle est 20 minutes après. C'est encore à chaud, donc on peut pas juger. On peut pas se mettre dans sa tête, mais on verra comment il est dans les prochaines semaines. Mais s'il garde cette attitude de je l'ai battu Max Holloway, pour moi c'est même plus une question, je veux plus en entendre parler, laissez-moi tranquille, c'est moi le champion et vous m'acceptez. Ça va être compliqué. Et je pense que ça va être compliqué comme règne en featherweight, sachant que du coup, s'il continue et qu'il n'est pas accepté comme le champion méritant, ça va lui faire beaucoup de mal, je pense. Ouais. Après, là aussi, s'il enchaîne les victoires, de toute façon, les gens, on ne pourra que ça peut toujours changer. Mais je pense que les gens particulièrement n'aiment pas les gens qui sont pas lucides par rapport à leur propre situation. C'est clair. Et c'est pour ça, là je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis de toute façon, je pense aussi qu'il aura vraiment besoin, pour rentrer un petit peu dans le cœur des gens, d'une victoire qui soit un peu impressionnante. Impressionnante et qu'il la gère avec classe et professionnalisme. C'est pas qu'il n'était pas classe, mais c'est qu'il y avait un côté salty. Non, c'est clair. Ouais. Mais ça va être très très dur pour lui. Ça va être très dur pour lui, mais en tout cas, de toute façon, assez excitant parce que c'est vrai que cette catégorie featherweight, elle est ultra dense, ultra dense de chez dense. Donc, si Max Holloway avait gagné, ça aurait été très chaud pour Max Holloway. Et là, comme Volkanovski a gagné, ça va être aussi très chaud parce que là, clairement, garder cette ceinture-là pendant 2 ans, là, ça va être tendu. Bonne chance. Mais t'as raison, s'il arrive à le faire. Mais et c'est ça aussi, s'il arrive à le faire, même s'il enchaîne, tu vois, les décisions, bon, je veux dire, si tu fais Ortega, Cohen, Zombie, puis Zabit, tu enchaînes les 3 comme ça, même si à chaque fois c'est des décisions unanimes. Qatar, si jamais il revient, tu dis bon bah, il n'y a pas trop de hasard. Pas trop de hasard non plus. Donc bon, et puis tu finis avec un super fight contre Henry Cejudo. Oui, déjà, s'il bat Henry Cejudo... Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais il y a des... Voilà. Il a des pistes, il a des moyens. Complètement. C'est juste que Max Holloway, il va falloir qu'à un moment donné, je pense qu'il fasse son... Je sais plus quel est le terme exactement, mais comme clean, tu vois. Ah oui, par rapport au combat contre Max, mais ça n'arrive jamais. Je pense pas. Il n'y a aucun exemple à part Alors là, par contre, on a besoin de vous. À part pour moi, Muhammad Ali contre Spinks. Il avait dit quoi? Justement que les combats, même lui, il n'était pas sûr de les avoir gagnés, tu vois. Ah, stylé. Et il n'y a aucun... Ouais, mais quelques années après, bien entendu, mais en MMA, j'ai aucun exemple de mec, même Georges Saint-Pierre avec Johnny Hendricks, tu vois, de gars qui disent « J'ai gagné ce combat-là, mais clairement, pour moi, je l'ai perdu. » Ou « J'aurais pas dû avoir la victoire. » Il a pas fait ça, GSP? Non, il a juste dit « J'aurais pas dû prendre ce combat et j'aurais dû m'arrêter avant. » Mais il n'y a aucun moment où il a dit « J'ai perdu ce combat. » Enfin, j'ai perdu ou j'aurais pas dû gagner ce combat-là. Ok.
J'ai l'impression que je pourrais en retrouver un, mais ouais. Effectivement, en tout cas, ça court pas les rues, c'est Ouais. clair. Parce que quand on a là de mémoire, parce que John Jones par exemple, Dominique Reyes, John Jones clairement pour lui a gagné. Non, les récents combats ou comme ça, c'était un John petit peu Jones controversé. contre Gustafsson, le premier, il avait dit, c'était quand même très Oui, très chaud. c'est vrai. et- C'est vrai. Mais il a dit qu'il ouais, mais il a pas Il a dit qu'il avait perdu. gagné. Ouais, non, t'as c'est raison. ça. Il a dit les 4 premiers rounds, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est vrai, t'as raison. Non, non. Bah, en même temps, c'est dur pour les. Enfin, voilà, vous représentez aussi une marque aussi quand vous êtes athlète, donc c'est vrai que de dire, bah, j'aurais dû perdre ce combat. Ah, en fait, parce que Georges Saint-Pierre, dans son premier combat avec BJ Penn, je sais plus s'il Il avait avait dit gagné par décision partagée. décision partagée, et je me souviens plus s'il avait dit honnêtement, j'avais l'impression d'avoir perdu, ou s'il avait dit, parce que ça, je crois que c'est ça qu'il voulait dire en substance. BJ Penn m'avait vraiment beaucoup plus marqué que je l'avais marqué lui. Et Et il a dit que c'était non, il a dit que c'était son combat le plus difficile. ok. Parce que moi, j'ai un peu cette souvenir des vidéos que j'avais vues du coup à ce moment-là, que Georges Saint-Pierre avait... Enfin, après du coup, que Georges Saint-Pierre avait dit, ouais, clairement c'est moi qui veux la revanche même si j'ai gagné, parce que là, c'était trop chaud pour ma gueule, quoi. Ouais. En substance. En hein, bien substance, sûr. parce que Georges Saint-Pierre et les insultes, non. Jamais. Bien, mon cher Rust. Big shout out to my sweet protein. Right there. Moins 40% avec le code la sueur pour les. Bah, c'est de toute façon les fringues qu'on porte, si ça vous intéresse, elles sont sur le site, lien dans la description. Et aussi, big shout out to Venom, notre sponsor Venom. On Ouais. est très très content, Cocorico fier, Venom. fier. Exactement. Lien aussi dans la description. Et bah, puis voilà, très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. On fera José Aldo. On fera José Aldo. Oui, on fera José Aldo. On fera une espèce, bah, ce sera donc demain, on fera une compilation José Aldo, Tug Rose, Volkan Ozdemir. Volkan Ozdemir. Et ben that's it. Et puis Paige Van Zandt, on lui dit au revoir, on lui souhaite bon vent vers le Bellator. Ouais, parce que Dana, oui, t'as été très clair. Teste la free agency. ouais. Voilà. Je pense qu'elle devrait effectivement tester la free agency. Donc voilà. Donc on fera le point sur tous ces autres combats. Ouais. Et puis dans ce qui arrive, peut-être on peut faire un petit teasing. Il y aura une journée avec Volkan Ozdemir. Ouais. Vous allez voir les talents de Volkan Et en plus, Ozdemir en ouais. vidéo game. Et je tease juste. Et une anecdote incroyable. Oh bon, une anecdote incroyable. Mais niveau jeux vidéo, Guillaume est arrivé et On les a soulevés. C'était pas ça? bah t'as gagné. Non, enfin. Non, on plaisante. Ouais, mais t'as fait des meilleurs scores qu'eux en arrivant sur un jeu vidéo dont on taira le nom. Oui, Pour l'instant. Parce que c'est pas très street cred. Ouais, je pense que tous les gens qui regardent ce podcast auront joué à ce jeu-là, obligés dans leur vie au moins une fois. Complètement. Et c'était tout? Pour Volkanovski Ouais, Ah bah, il y a eu Volkan tout, il y a- Ozdemir. Volkanovski, pardon. Mais non, parce qu'il y a eu des insights, parce qu'en gros, il nous a parlé de comment est-ce qu'il voyait comment est-ce qu'il gère les derniers jours à la Fight Island, etc. Enfin, complètement. honnêtement, ça va être vraiment fascinant. Et puis, bah, surtout, vous allez découvrir la team que c'est, quoi. Ouais, Honnêtement, exceptionnel. Ouais, et on dit pas ça parce que du coup, on est potes avec eux, mais ils sont tellement cool. La crème. Ouais, vraiment, voilà. Vous allez kiffer, je pense. Ouais, et puis en plus, il y aura aussi, et puis ça va vous permettre aussi de voir un peu comment ça se passait pour les combattants sur la Fight Island. Oui, absolument. C'est ça aussi qui est intéressant. Ouais, absolument. Et puis, de toute façon, le documentaire sur la Fight Island, Oui, il y aura aussi, bien évidemment, un documentaire sur la Fight Island. on vous la le vie tartinera. mais sur oui. Fight Island. Donc non, vous inquiétez pas, on essaye de se donner un petit peu là. Ce ne sont, Ah bah ouais. ce ne sont pas que des vacances. Non, on présente, c'est pas du tout des vacances. À la prochaine, mon cher Ross. À la prochaine, mon cher Guillaume. Swear.